bien, je vois que M. Macron verse des larmes de crocodile sur les conséquences économiques auxquelles il fallait s'attendre, qu'on allait souffrir, qu'on allait avoir des difficultés d'approvisionnement énergétique, qu'on allait avoir des difficultés d'approvisionnement peut-être en produits agroalimentaires, que ceci allait nous coûter de l'argent, que nous allions manquer peut-être de matières premières. Et donc il a voulu adopter un ton churchillien, mais un ton de Churchill revu et corrigé par le théâtre des variétés, ou bien Bobino, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait artificiel. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Ce que je trouve quand même incroyable dans cette histoire, c'est que M. Macron élude toute responsabilité. Les conséquences économiques, elles ne tombent pas du ciel. Elles tombent des mesures prises par la Commission européenne et par la France. Le pire, c'est que les sanctions qui sont prises par l'Union européenne et par la France à l'encontre de la Russie tombent à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 22 ans, depuis 2000. Il y a eu un petit interlude où il a cédé la présidence à Dimitri Medvedev pour des questions institutionnelles à l'époque, qui ont ensuite été réglées. En fait, c'était lui quand même qui dirigeait le pays. Donc on peut dire que M. Poutine dirige la Russie depuis 22 ans. Il va avoir d'ailleurs 70 ans. Bon, c'est un joueur d'échecs. Personne ne nie que c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui est un joueur d'échecs, intelligent, au pouvoir depuis 22 ans, ne se lance pas dans ce qu'il a fait, qui est une violation du droit international public. Je l'ai déjà dit 10 fois, je le répète une 11e fois, si nécessaire, pour qu'on ne me fasse pas un faux procès d'intention. J'ai condamné, parmi les premiers d'ailleurs, l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'être lucide et de dire que M. Poutine n'est pas du tout un fou, ni un nouvel Hitler, ni un dingue comme la propagande essaie de nous le faire croire. C'est au contraire quelqu'un d'intelligent et qui a prévu, qui a 2, 3, 4, 5 coups d'avance comme tout bon joueur d'échecs. Donc les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne et par la France sont en train très rapidement de se retourner contre nous. J'en prendrai 2 exemples essentiels. Premièrement, c'est l'affaire de Nord Stream 2. L'Allemagne a dit que pour l'instant c'était à l'arrêt. Ça peut être à l'arrêt pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis quand on sera revenu à meilleure fortune, et progressivement peut-être que l'Allemagne reviendra vers de meilleures dispositions, puisque je rappelle quand même que l'Europe en général et l'Allemagne en particulier sont dépendantes pour les livraisons de gaz à 55-60% du gaz russe. Donc si on se dispense du gaz russe, il faudra trouver le gaz ailleurs. Or, comme l'émirat du Qatar actuellement n'a pas de capacité de production supplémentaire, tout est vendu, il a déjà des contrats. Comme d'ailleurs, personnellement, je ne pense pas qu'il soit particulièrement souhaitable de fricoter avec l'émirat du Qatar qui finance le terrorisme islamiste et les mosquées salafistes. C'est quand même un peu incroyable que l'on vous préférerait traiter avec cet émirat plutôt qu'avec la Russie, parce qu'au moins, sur ces questions de terrorisme islamiste, force est de reconnaître que c'est quand même la Russie qui a écrasé Daesh. Faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Monsieur Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres, mais vous aurez noté ce soir qu'il y a des vrais désaccords avec certains. Mais sur le Qatar et l'Arabie saoudite, je n'aurai aucune complaisance. Ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas
l'émirat du Qatar, il faudra se tourner peut-être vers le GNL produit par les États-Unis, peut-être avec du gaz à base de fragmentation du gaz de schiste, extraordinairement polluant d'ailleurs contre l'environnement. En attendant, on a à la télévision française, on nous explique que voilà, c'est un coup dur pour la Russie. Mais non, on a appris aujourd'hui même que la Russie vient de signer avec la Chine un contrat pour la construction d'un gazoduc géant, le gazoduc Soyouz Vostok. Soyouz Vostok, ça veut dire union en russe. Soyouz Vostok, ça veut dire l'Orient. C'est-à-dire un gazoduc qui va pouvoir livrer 50 milliards de mètres cubes, 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an à la Chine via la Mongolie. Sachant qu'il y avait déjà des contrats qui étaient à partir des réserves d'Extrême-Orient. Et ce qui est le plus important dans ce Soyouz Vostok, c'est que ces 50 milliards de mètres cubes viendraient de champs de gaz qui servent actuellement à approvisionner le marché européen. C'est que contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, Poutine a déjà prévu le coup d'après. Et donc, si l'Occident ne veut plus lui acheter du gaz, très bien, eh bien il le vendra à la Chine. Deuxième exemple, on a appris ces jours-ci que l'Allemagne refusait que l'on interdise l'accès de la Russie au réseau SWIFT, mais quand même, et après de nombreuses négociations, il a été décidé de pénaliser 7 banques russes en leur interdisant d'avoir recours à ce réseau de transactions interbancaires internationales, SWIFT, qui est sous domination du dollar et domination des États-Unis. Donc comme si ça allait étrangler l'économie russe. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Eh bien, on apprend ces jours-ci aussi que de plus en plus de banques russes, que de plus en plus d'acteurs économiques russes, en fait, ont déjà remplacé le réseau SWIFT par son nouveau concurrent, le réseau CIPS, concurrent chinois, avec des transactions qui sont en yuan ou en rouble. Ce qui est très important et très grave, parce que ça paraît complexe et technique pour les gens qui ne connaissent pas ça, mais si le réseau CIPS succède et supplante progressivement le réseau SWIFT dans la moitié du monde, ça veut dire que c'est une partie importante de l'hégémonie occidentale et notamment de son hégémonie financière qui commence à être battue en brèche. En termes de conséquences, ce sont des conséquences terribles en fait pour l'Occident. Troisième preuve également que M. Macron n'a pas dit, on nous a expliqué que d'un seul coup l'Europe avait fermé son ciel aux compagnies aériennes russes et donc que les Russes ne pouvaient plus survoler la plupart des pays de l'Union européenne, pratiquement tous, je crois, et donc que c'était formidable. Voilà. Sauf que ce que l'on oublie de préciser, c'est la conséquence. La conséquence, c'est que la Russie a immédiatement fait pareil avec les compagnies aériennes des pays de l'Union européenne, notamment les compagnies françaises, allemandes, espagnoles, etc., etc. Le résultat des courses, c'est que lorsque vous regardez une carte des vols entre l'Europe et l'Extrême-Orient, eh bien, vous vous apercevez que par la voie orthodromique, comme on dit, c'est-à-dire la ligne la plus courte, celle qui passe au-dessus de la Sibérie, eh bien, il n'y a plus aucune compagnie européenne. Eh bien, il n'y a plus que des compagnies asiatiques, c'est-à-dire les compagnies chinoises, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, et puis les compagnies japonaises, notamment All Nippon Airways et Japan Airlines. Parce que ces pays, eux, n'ont pas proclamé la fermeture de leur espace aérien à la Russie. Donc, les compagnies aériennes émanant de ces pays peuvent continuer à survoler la Russie et peuvent continuer aussi à survoler les pays occidentaux. Alors, le résultat des courses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, comme maintenant il y a eu des progrès dans l'aviation, on n'est plus obligé de passer par l'Alaska et par Anchorage, mais on est obligé de faire un détour de 2h30, 3 heures et de passer par la Turquie, puis l'Asie centrale, ou survoler au-dessus comment dirais-je, de la Chine pour arriver à Pékin. C'est un coût qui est considérable puisqu'il faut compter à peu près $200 de surcoût pour une minute de vol. Donc si vous rajoutez 2h30 de vol supplémentaires, vous voyez ce que ça représente et qui vient grever les finances des compagnies aériennes européennes.